Mais il y a beaucoup de pudeur à la maison. Mais comme dans beaucoup de familles, c'est compliqué d'attraper son père dans ses bras et de lui dire « je t'aime Ouais. ». Même sa mère, quoi. Mais dans le regard, ils le sentent. Et dans la manière de se comporter. D'ailleurs, c'est ce que j'essaie de transmettre à mes enfants. Tu sais, les enfants, je crois que les enfants, ils nous écoutent pas. T'as beau parler à tes enfants, moi, quand je leur parle, je sais que je leur parle dans le vide, ils m'écoutent pas. Mais par contre, je sais une chose, et ça j'en suis sûr, c'est qu'ils me regardent faire. Et ils me voient me comporter avec mes parents. Ils voient comment ça se passe avec mes parents, l'amour que j'ai pour eux, l'amour qu'ils ont pour moi, et comment ça se passe. Et je crois que ça, c'est le... Pour moi, c'est comme ça que ça se fait aussi, l'éducation. Beaucoup. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis vraiment dans un état de grande excitation parce que la personne que j'ai devant moi, la première fois que je l'ai entendue, j'ai eu un coup de cœur. Et après ça, je l'ai vue En direct de l'univers. Et là, je crois qu'on a eu un grand coup de cœur au Québec. C'est un chanteur incroyable qui parle de plusieurs sujets, mais toujours avec beaucoup de conviction et aussi dans la joie. Et moi, j'ai envie de l'entendre parler de ça parce que je trouve que c'est quelqu'un qui nous rend heureux. Peu importe ses textes, dans sa voix, dans sa tonalité, dans sa musicalité. Alors, j'ai le bonheur... en fait, je pense qu'on a tous un bonheur aujourd'hui d'être avec Christophe Maé. Bienvenue, Christophe. Hey, salut, merci de me recevoir. C'est comme incroyable que tu sois là aujourd'hui avec nous. Christophe, on t'a connu en direct de l'univers. D'ailleurs, tu es retourné faire Il est où le bonheur? Est-ce que tu t'attendais à une réaction aussi forte que ça quand tu es venu chanter pour Francis Reddy? Pas du tout. Je pensais que j'allais faire un aller-retour et que j'allais juste faire la surprise parce qu'on m'avait appelé. Moi, j'étais en France, dans le sud de la France. Je vis à côté de Marseille. Et on me dit, il y a un garçon qui s'appelle Francis Reddy et sa chanson préférée, c'est « Il est où le bonheur ?» Il faudrait que tu fasses un aller-retour, il faudrait que tu viennes lui faire la surprise, ça serait juste magnifique. Et quand on m'a dit ça, j'ai été tellement touché de voir que ma chanson faisait écho de l'autre côté. Tu vois, donc j'y suis allé, j'ai chanté « Il est où le bonheur ?» J'ai fait cette émission En direct de l'univers et j'ai rencontré que des gens charmants, très charmants. Et notamment Francis Reddy. Et ça a été une magnifique surprise pour moi aussi, parce que les retours ont tellement été positifs que ça m'a emmené à faire une première tournée ici au Québec. Et puis depuis, écoute, ce qui m'a le plus touché, c'est de voir que les gens étaient réceptifs à ce que je faisais, quoi. Et qu'on m'a accueilli à bras ouverts, tu vois. Donc c'est vrai que je prends énormément de plaisir là à revenir et voilà, et à partager des moments comme celui-ci. Ah ben oui, mais je suis tellement contente que tu sois là parce que je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Parce que tu ne l'as pas vu, Ouvre ton jeu. Ouvre ton jeu, c'est différentes questions. Il y a différents niveaux de questions. Il y a les questions vertes qui sont ici. C'est des questions que je pourrais poser à tout le monde, les questions vertes, mais je ne sais pas la réponse, évidemment. Des fois, c'est bizarre, c'est des questions qui ont l'air très... En fait, tout dépendant de la réponse, il y a des gens qui vont aller très loin dans ces réponses-là sur le plan personnel. Les questions jaunes sont un peu plus personnelles. Les questions rouges sont quand même, je dirais, assez personnelles, Christophe. Tout est personnel, alors. Tout est personnel. C'est toutes des questions pour toi. On va résumer, mais j'ai fait quand même une gradation. C'est-à-dire que les questions vertes, il n'y a pas... on ne sait pas si je parle d'un homme, une femme, un père, une mère. Il n'y a pas ça. Tandis que jaune, on commence à te personnaliser. J'avais envie quand même de monter le niveau. Et ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est que tu as un joker. Donc, si à un moment donné, tu dis, hey, sais-tu, moi, t'es sous question. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne veux pas répondre. On change de question. OK. Et tu as toujours une question à la fin. Et ça, c'est des questions hypothétiques. Puis ça, c'est une question que je pose toujours à la fin. Comme ça, on s'assure que tout finit bien. Mais à date, tout a bien fini. Il y en a pas. Tout s'est bien passé. Et ce qui est le fun aussi, Christophe, c'est qu'il y a 8 questions vertes. Tu les brasses. Tu m'en donnes 4. De ces 4-là, je vais te les lire. Tu vas en choisir une et je vais en choisir une. Donc, tu vas répondre seulement à 2 questions sur les 8. On y va? On y va. Donc, tu choisis. Tu vois, tu as un pouvoir dans le jeu. Mais je choisis là ou pas?
Ben là, tu me les donnes, tu les brasses. Je les prends. Ouais, tu m'en donnes 4. Oui, c'est ça. Tu m'en donnes 4. Ben, c'est parce que, comme ça, tu sais, moi, j'ai cherché une autre façon de faire des entrevues. Puis là, je voulais en faire sans filet. Sans filet? Mais sans filet. T'es en train de me mettre... Ça me met la pression, tout ça. Ben non, c'est toi le filet, alors tu fais ce que tu veux. Alors, comment réagis-tu à l'autorité? Quel sens donnes-tu au mot famille? Quel défaut tu ne voudrais donner à personne? Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Laquelle voudrais-tu choisir? Ça me parle. Elle me parle toutes les questions. Mais la dernière, si tu veux bien me la répéter. Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Et je trouve que c'est intéressant, ça. Parce que quand je te dis ça, c'est qu'avec les années, plus le temps passe et plus j'occulte le regard de l'autre. Tu vois? Comment c'était avant? T'es tellement plus libre. On est tellement mieux. On est tellement plus libre quand tu fais complètement abstraction du regard de l'autre. Et ça, c'est marrant parce que c'est un truc que j'ai ressenti ici, justement. Le premier soir où je suis monté sur la scène, c'était à l'Olympia de Montréal. Et je suis rentré sur scène. J'ai pas eu le temps de prendre ma guitare. J'ai eu droit à une standing ovation. Tout le monde était debout, m'applaudissait. C'était juste incroyable. Et puis tout le long du concert, j'ai trouvé qu'il y avait un côté très instinctif, très spontané de la part des gens, de la part des Québécois. Il y a quelque chose comme ça chez vous, il y a une vérité qui est là où les gens réfléchissent pas, ils vivent, tout simplement. Et ça, j'ai trouvé ça, c'est quelque chose, c'est une des qualités que je relève et que je vois, et qui est palpable chez vous, qui est pas, on n'a pas ce truc-là en France, je trouve. Tu vois, je dis pas que c'est mieux mais c'est différent. Mais ce truc-là, c'est pour ça que je mets le doigt dessus et l'accent dessus parce que c'est quelque chose qui m'a touché. Donc le regard des autres dans ta vie, c'est quelque chose que tu as été capable. Maintenant, tu es capable de faire abstraction. C'est un travail au quotidien parce que forcément, quand tu fais ce métier-là, t'es sous les. Tu vois, là, il y a des objectifs un peu de partout. Mais si tu commences à trop réfléchir, tu perds ta spontanéité et tu perds cette liberté d'expression. Et finalement, si tu commences à trop te préoccuper de la vie des autres, tu restes chez toi, assis dans ton canapé et tu fais plus rien. Est-ce que tu lis ta critique? Donc, est-ce que tu as des critiques, des mauvaises critiques? Ouais, j'ai beaucoup de chance pour ça. Je suis assez épargné, tu vois. Je suis assez épargné et puis j'essaie de pas donner matière aussi à me faire taper sur les doigts, tu vois. Donc moi, je fais ce métier. Ce qui m'anime le plus, c'est être sur scène. Je fais beaucoup de concerts, de moins en moins de télé. C'est justement un truc, ça, les émissions de télé, où justement, tu as tendance à te regarder. Dès que tu te regardes, tu perds ton naturel. Tu vois? Par contre, sur scène, je suis libre. Je suis à la maison et je me sens en sécurité parce que c'est moi qui mène la danse. Je suis là pour emporter les gens avec moi et les faire voyager pendant 2 heures. Donc, sur scène, là, tu penses à rien d'autre que ce que tu es en train de faire? C'est ça. C'est vivre l'instant présent, quoi. En gros, ça résume ce que je raconte dans cette chanson « Il est où le bonheur ?» C'est là, être là, vraiment là, avec toi, au moment où on se parle. C'est simple, mais c'est pas toujours facile. C'est pas si simple que ça, parce que ça passe par plein de paramètres, plein de choses, quoi. C'est déjà ça passe par une certaine liberté, une certaine tranquillité d'esprit. Être tranquille avec soi, quoi. Être en phase avec soi, être tranquille. Et tout ça, c'est le chemin, quoi. Est-ce que tu aurais pu chanter cette chanson-là à 20 ans? Il est où le bonheur? Mm-hmm. Non, j'aurais jamais écrit cette chanson à 20 ans. Et même quand je l'ai chantée, des fois, je me posais la question, je me disais... Parce que j'ai écrit cette chanson à l'aube de la quarantaine. Et je me suis souvent posé la question... même savoir si c'était pas trop tôt, quoi, finalement. Et c'est marrant parce que samedi soir, je fais la surprise à Jeannette Bertrand, qui est là et elle a 99 ans, c'est magnifique. Bon, elle en fait 20. On dirait une demoiselle. Quand elle te regarde et qu'elle te parle, elle a un truc qui est intemporel. Ah ouais, elle est magnifique. Et mais tu vois, quand tu as une dame comme ça de 99 ans qui te dit effectivement, il est là le bonheur, au moment où on se parle, au moment où on est ensemble, on partage ça.
C'est une vérité. Mais ça, c'est tellement fragile en même temps. C'est quelque chose qui nous échappe. Le bonheur, c'est ça. Ça vient, ça repart. Mais quand c'est là, en tous les cas, c'est prendre conscience qu'on a déjà d'avoir la santé, de se le rappeler. C'est quand on l'a plus la santé, quand on l'a plus, c'est là qu'on voit. Et puis essayer de cumuler des moments de joie, des petits moments comme ça qui font qu'à un moment donné, tu as un équilibre. Tu sais où tu es, quoi. Tu sais où est ta place. Arriver à trouver sa place. Que ça soit dans le travail. À un moment donné, tu as évoqué la famille dans une des cartes. Oui, mais moi, c'est la question que je vais choisir, d'ailleurs. Quel sens donnes-tu au mot famille? Mais moi, c'est mon socle. Ma famille, c'est tout. C'est justement, pour moi, je résume vraiment, je ramène le bonheur à la famille. Tu vois? Le week-end dernier, on a fêté l'anniversaire de mon frangin. J'ai réuni toute la famille. On lui a fait la surprise. Et ma nièce qui vit ici à Montréal, elle fait des études ici, à Montréal. Je l'ai faite venir avec son petit copain et on a fait une surprise. On lui a fait une magnifique surprise. Et juste d'être autour de la table avec mes parents, la chance que j'ai, c'est d'avoir mes parents, encore aujourd'hui. J'ai 2 enfants, un de 10, un de 16. Et ça, c'est pas éternel, quoi. Et ça, je le raconte dans une de mes chansons. Parce que j'ai mon père qui me dit, il y a quelques années, il me dit ça va, t'es jeune, t'as la vie devant toi. Et puis dans la foulée, j'ai mes fistons qui me disent laisse tomber, t'as pas la ref. Tu comprends pas ce qu'on raconte, t'es trop vieux. Et moi, je me retrouve à être là, à me dire putain, ouais, je suis trop vieux pour être jeune. Et trop jeune pour mais je conclus derrière, je me laisse pas abattre en disant mais trop jeune pour être vieux. Et dans cette chanson-là, j'écris une phrase avec un auteur avec qui je travaille, qui s'appelle Paul École. Je tiens à le citer parce que il a une plume incroyable. J'écris dans une main mes parents, dans l'autre mes gamins, entre ce temps qui fout le camp et celui qui vient. Mais là, je parle de quoi? Je parle de ce temps qui passe et qui est certainement une de mes plus grandes préoccupations aujourd'hui. Parce que le temps qui passe, c'est vrai qu'on ne le rattrape pas. Et le temps qu'on a là devant nous, c'est quoi? C'est le temps qu'on peut offrir aux gens qu'on aime. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là, quoi? Est-ce qu'on le tue? Est-ce qu'on le sonde? Tu vois? Et moi, aujourd'hui, c'est vrai que plus ça va et plus je prends conscience de ça. Et donc, j'essaie de profiter pleinement des gens qui est bienveillants autour de moi, et notamment ma famille. Mais je vais tricher, OK? J'ai jamais fait ce que je vais te faire, mais je vais prendre une des questions rouges parce que je voulais justement, je savais pas si tu allais la piger, mais ça va tellement avec ce que tu viens de dire. La question était, Ferré chantait « Avec le temps va, tout s'en va ». Qu'est-ce que le temps est devenu pour toi? Parce que je te la pose la question parce qu'on est là. Puis je trouvais aussi que tu fais souvent référence au temps. Ouais. Quand tu chantes, là, on arrête puis on pense justement à nos proches. On dirait qu'on devient conscient que le bonheur, c'est maintenant. Que la présence, c'est là. Quand tu fais ta chanson sur les amis, peu importe, il y a toujours une notion de temps. Ouais, ben disons que c'est ce qui nous guide, quoi. C'est ce que je te disais, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là, quoi. Essayer d'avoir que des beaux souvenirs, mais de les construire à mesure, les souvenirs, quoi. As-tu l'impression, quand on a des enfants, que là, on le réalise que le temps passe quand on les voit grandir? Mais c'est ça. C'est vrai que quand on a des filles, des enfants, eux, ils te poussent, quoi. Et là, tu te dis, waouh! Oui, puis tu les vois grandir aussi. Tu sais, ça devient des hommes, là, tranquillement, tes garçons. Ben, celui de 16 ans, ouais, il commence à ressembler à un homme. Hein. Il fait 1m85, il me dépasse. Comment t'as trouvé ça de te faire dépasser par ton fils? Écoute, je suis très heureux. Je suis très heureux pour lui. Je suis un peu jaloux, je t'avoue, mais je suis tellement heureux pour lui parce que moi, je fais 1m70 et c'est vrai que je fais 70, voire 72, OK? C'est important, le voir 72. Mais c'est vrai que j'aurais adoré faire 1m80, 85. Et lui, je le vois, il a 16 ans, du haut de ses 16 ans, là, il me regarde comme ça. Qu'est-ce que ça aurait changé, tu penses? Ben, je pense que je serais pas là en train de te parler. Hein. Je pense que ça aurait changé beaucoup de choses, quoi. Ça aurait déterminé beaucoup de choses, la taille. Je t'avoue, je te dis ça parce que quand j'avais 14-15 ans, je rêvais d'être tennisman professionnel.
Et j'avais des bourses, je payais plus mes raquettes de tennis, mes cours, tout ça, parce que j'étais assez bon, on va dire, mais j'avais 14-15 ans. Et quand je suis arrivé, j'ai été sélectionné au championnat de France, et là, je me suis retrouvé face à des gars qui faisaient 2 têtes de plus que moi. Et au service, c'était un vrai handicap. Et là, ça a été une de mes premières désillusions, parce que je rêvais de ça. Et là, d'un coup, j'ai capté quelque chose. Je me suis dit, non, je pourrais jamais devenir un très, très grand tennisman. Donc, c'est un deuil que tu as dû faire. Écoute, quand t'es gamin, tu rêves, quoi. Moi, c'est ce que j'essaie. Mais moi, je suis encore un gamin, je le dis, dans une de mes chansons. Je continue de rêver. Mais c'est vrai que là, ça a été quelque chose qui m'a frappé. Je me suis pris ça en pleine gueule parce que j'ai capté que je pouvais pas devenir un grand tennisman dû à ma taille, quoi. C'est comme si tu avais atteint ton maximum que tu pouvais faire à ce moment-là. Ouais, je crois. Mais en même temps, de là, j'ai mis un pied dans la musique. Si tu veux, j'ai vécu ça. Et l'année d'après, je pense que j'ai développé une polyarthrite déformante. J'ai été atteint d'une maladie des os. Et là, je me suis retrouvé 1 an allongé à la maison, plus pouvoir aller en cours. Et là, j'ai écouté beaucoup de musique. Je me suis intéressé vraiment à la musique. Et de là, je me suis identifié à des gens. Je rêvais d'être choriste, harmoniciste, derrière les vedettes. Tu vois, des gens comme Johnny Hallyday. Je rêvais, je pensais qu'à ce mec. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? J'ai eu la chance de le rencontrer. J'ai eu la chance de faire toute une tournée des stades en première partie. Alors, c'est marrant parce qu'un jour, il est venu me voir et me dit... C'est pas très rock'n'roll ce que tu fais, mais j'adore ton énergie et j'aimerais que tu fasses mes premières parties. J'attaque ma tournée des stades et je me suis retrouvé à faire toutes les premières parties de Johnny. Ça tourne sur une tournée des stades il y a quelques années. Et ça a été un moment incroyable parce que c'était vraiment un mec très gentil, tellement généreux. Un bon mec. J'ai beaucoup appris à ses côtés, quoi. Ouais, qu'est-ce que tu as retenu de lui? Quand il rentrait sur scène... il émane tellement. Il a une aura incroyable. Et c'est son côté bête de scène, quoi. Quand on parle du moment présent, voilà, c'était un mec, peut-être, avant de monter sur scène, je sais pas, il était comme ça, un peu... je sais pas trop à quoi il pensait, tu vois. Parce que ce qui se passe, c'est que il vient me voir, il me dit, écoute, tous les soirs après la première partie, tu fais la première partie et tu viens me voir après dans ma loge et on se passe 10 minutes, un quart d'heure ensemble. Et donc, j'ai eu la chance de passer pas mal de temps avec lui, où on n'était que tous les deux avant qu'il monte sur scène. Et des fois, il était absent, il était comme ça. Mais dès que le producteur rentrait dans sa loge, il lui disait « c'est bon, c'est ton heure », d'un coup, il s'est réveillé. Et il était pleinement là. Et ça rejoint la conversation de tout à l'heure. D'être là au moment présent. Et je crois qu'il a mené... Parce qu'en fait, il était animé que par ça. Par les gens. C'est un mec qui a vécu que pour les gens, quoi, finalement. C'est quelqu'un qui a mis sa vie un peu personnelle de côté pour être là avec les gens. On aurait pu penser qu'il était prêt à mourir sur scène. Ouais. Lui, il avait vraiment ce truc-là. Il était prêt à tout donner. Ouais. On parlait du temps. Tu as mentionné tes parents quand on parlait de la famille. Est-ce que c'est quelque chose qui t'habite, ça, la perte de tes parents? Ouais, forcément, ça me traverse, quoi. J'y pense. Mais c'est pas quelque chose qui... c'est pas quelque chose qui me travaille au quotidien, quoi. Est-ce que tu es à jour avec eux? Ouais. On passe énormément de temps ensemble. Je vis dans le sud de la France, pas très loin de chez eux. Et une fois par semaine, on est à table ensemble. Et ça, c'est vital. Pour tout le monde. Pour eux, mais comme pour moi. On a besoin de ça. On a besoin de s'appeler. Là, ils savent que je suis ici, forcément. Je les ai eu au téléphone. On a une vraie relation, quoi. Et ça, c'est... Mais parce qu'on était très famille, quoi. On est très famille. C'est ça, tu as eu ces valeurs. J'ai un frère, lui, c'est pareil. On s'appelle tous les 3-4 jours. On se donne de nos nouvelles. Et c'est vrai que c'est important de sentir que tout le monde aille bien. Parce que c'est une énergie qui circule.
Mais l'année que tu as été malade, là, donc tu parlais de la polyarthrite, donc tu as souffert. Est-ce que tes parents ont été inquiets, tu sais, de voir ton enfant qui arrête l'école, qui est à la maison, parce que là, ils sont pas certains que tu es en train de te trouver une nouvelle voie dans tous les sens du mot? Écoute, ça a été une année assez inquiétante pour tout le monde parce qu'en fait, on ne savait pas ce que j'avais. Et je ne pouvais plus sortir du lit. Et j'étais comme paralysé, tu vois. Et au bout de quelques mois, on a rencontré un professeur professeur Sani. Et ce gars-là m'a dit que j'avais une polyarthrite déformante. Donc là, j'ai commencé à dormir avec des attelles, tu vois, parce que j'avais les phalanges qui se tordaient. Enfin bon, bref, c'était pas terrible, mais voilà, ça a été un mauvais passage pour tout le monde. Mais c'est quelque chose qui... il y en est ressorti que du positif. Mais puis tu l'as plus, ça? Non, j'ai eu un bon traitement pendant des années. J'ai eu des poussées d'arthrite. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu encore une poussée d'arthrite. Des douleurs un peu au dos, et je sais, enfin, c'est dû à ça. Mais ça a complètement disparu. Et puis t'es resté la musique. Et il m'est resté la musique. Mais à cette époque-là, je te dis, ça a été assez positif finalement, parce que j'étais à la maison, j'écoutais de la musique du matin au soir, et là, il y a eu mes plus grandes révélations artistiques, et Stevie Wonder, où je découvre Stevie Wonder, mais vraiment tous ses disques, et sa manière de jouer de l'harmonica. C'est un des plus... Ça, tout le monde ne le sait pas, mais c'est un des plus grands harmonicistes qu'on ait au monde, Stevie Wonder. Ça, je savais pas. Ouais, et on donc, voit au piano, tu sais. Ouais, beaucoup, piano, voix, ouais. Mais à l'harmonica, c'est un des plus grands harmonicistes au monde. D'ailleurs, pour ceux qui sont curieux, s'ils veulent visionner cette vidéo de Stevie Wonder qui accompagne Sting sur un titre qui s'appelle Fragile, il fait un solo d'harmonica, mais qui est juste incroyable. On peut le choper comme ça sur le net. C'est juste magnifique. Et donc là, c'est vrai que j'ai eu une grande révélation pour cet instrument-là. Et là, figure-toi que je restais des 4, 5 heures, 6 heures par jour, l'harmonica dans la bouche, à jouer que de l'harmonica. Et tes parents étaient dans la maison? Ouais. Et j'avais un petit chien. Le chien, là, il aimait pas le son de l'harmonica, il faisait que d'aboyer. Je les ai rendus fous. Oui, j'imagine. Et je leur disais, mais laissez-moi tranquille. Je suis musicien, je resterai musicien quoi qu'il arrive. Et j'avais 15 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que j'ai eu une très grande passion pour... Mais quand tu joues de l'harmonica, as-tu l'impression que c'est un instrument qui apporte énormément d'émotions? Rapidement, je trouve. Ouais, parce que l'harmonica, c'est un instrument, un peu comme tous les instruments avant, quoi. C'est le prolongement de la voix. Hein. Et il y a quelque chose... Moi, c'est l'harmonica blues. Donc, il y a quelque chose qui pleure. Il y a vraiment une émotion qui passe. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai toujours aimé cet instrument-là. Et il y a quelque chose qui m'a toujours... Mais ça te va bien. Il y a quelque chose de bohème aussi. On dirait dans l'harmonica, c'est quelque chose de facile à avoir, qui sort un peu n'importe quand. Tu sais, ça peut être dans ta manche, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui nous surprend, qui n'est pas placé tant que ça. En tout cas, c'est l'impression que j'ai de l'extérieur. Ouais. Il n'y a pas énormément de gens qui jouent de l'harmonica. Non. Il y a des gens comme Bob Dylan qui jouaient un petit peu, mais sinon c'est que les vieux bluesmen, quoi. Mais ça, tu peux avoir ton harmonica partout. C'est magnifique pour ça. Tu sais, il y a pas de limite, puis tu arrives tout de suite à venir nous toucher dans notre émotion. C'est très profond, l'harmonica. Mais est-ce que tu te considères comme un grand harmoniciste? Comment? Est-ce que tu es un grand harmoniciste? Moi, je ne suis pas un grand harmoniciste, mais je joue... Je cultive ce truc-là, en tous les cas. Dans ma manière de chanter, l'approche que j'ai de chanter et de jouer de l'harmonica. Il y a un côté très cagnard, un côté très rentre-dedans. Et ça, c'est... Voilà, j'ai pas envie que ça soit joli, tu vois, mais que ça soit dans l'émotion et quelque chose qui te réveille, quoi. C'est comme ça que j'aime que j'aborde la musique et que j'aime la musique. Est-ce que tu rêves est-ce que tu souhaiterais rencontrer Stevie Wonder? Me dis pas qu'il est là. Ben, j'aimerais ça te le dire, mais non. Mais c'est quelqu'un que t'aimerais rencontrer. J'ai jamais eu la chance musicalement. Je suis allé le voir, l'écouter déjà en concert. C'est quelqu'un que j'ai jamais eu la chance de le croiser. Mais pour moi, ouais, lui, ça fait partie des génies. Il y a quelques personnes comme ça.
il n'y en a pas 50, hein, mais Bob Marley, Stevie Wonder, c'est les gens, je me suis construit en écoutant leur musique. J'ai beaucoup écouté Stevie Wonder, mais quand je me suis rendu compte que musicalement, c'était très riche. Et c'était beaucoup, il s'accompagnait, et les accords, c'est beaucoup c'est une musique pour pianiste, tu vois. Et moi, je jouais un petit peu de la guitare. Et là, chez Bob Marley, j'ai découvert une autre approche de la musique, où avec 2-3 accords, son talent de mélodiste fait qu'il a fait voyager le monde entier, quoi. Mais vachement plus simple dans l'approche musicale. Et moi, comme je suis un musicien autodidacte, c'est vrai que de suite, j'ai pris une guitare et à l'oreille, j'ai relevé des accords de Bob et j'ai repris tout un répertoire de Bob. Tu sais, moi, je viens de la Manche. À 17 ans, je suis parti de la maison et j'ai dit à mes parents, je suis musicien, je resterai musicien quoi qu'il arrive. Mais là, je blaguais, j'avais pas encore l'entière conviction que j'allais faire ce métier-là toute ma vie. Mais quand je suis arrivé sur la Côte d'Azur, je passais entre les tables, les gens mangeaient, ils n'étaient pas là pour écouter un musicien, et je passais tout seul guitare-voix, et dans le regard de l'autre, j'ai commencé à exister. Et là, je me le suis confirmé. Il y a quelque chose où je me suis dit, c'est bon, je vais faire que ça. Pour moi, j'avais déjà réussi, si tu veux. Tu y as cru. Ouais, j'y ai cru, mais j'ai toujours cru. Mais le regard de l'autre, parce que la musique, ça se fait... C'est une danse, à quelque part. C'est un échange. Si tu sens que les gens ne te captent pas, ou tu vois, ça peut être très, très frustrant. Et puis moi, j'ai toujours eu envie de faire de la musique pour le plus grand nombre. Tu vois, quand j'aborde une chanson comme Il est où le bonheur, c'est un thème très personnel. Mais qui dit personnel, il n'y a pas plus universel finalement. Parce qu'on mène tous les mêmes vies. On est tous traversés par les mêmes émotions, les mêmes sentiments, les mêmes préoccupations, les joies. Il y a quelque chose qui nous lie les uns aux autres. Et on a tous le même moteur, quoi. On a tous finalement envie d'être heureux, d'être en paix, d'être aimé, d'être apprécié. Et tu as quelque chose de particulier, Christophe, aussi, sur scène. C'est la quantité de musiciens qui t'accompagnent. Ça s'appelle Carnet de voyage, ta tournée, et on a l'impression de partir en voyage avec toi. Tu rassembles des musiciens qui ne se connaissent pas nécessairement, qui ne sont pas habitués d'entendre, je pense, les mêmes harmonies qui jouent ensemble. Il y a quelque chose chez toi de très rassembleur. La musique t'apporte ça aussi, te permet de mettre ce côté-là de toi de l'avant. Ouais. Disons que j'essaie de faire de la chanson française, traditionnelle, un texte, raconter une histoire en 3 minutes avec une mélodie, et si elle peut se retenir, tant mieux. Mais après, à côté de ça, je prends énormément de plaisir à réunir à nourrir ma musique avec des musiciens qui viennent d'ailleurs, quoi. C'est-à-dire des gars, mon guitariste vient du Togo. Lui, il joue aussi très classique, funk, rock. Mais quand je le regarde sur scène, je lui dis « Amen ». Il s'appelle Amen. Quand je lui dis « Amen, emmène-nous chez toi », il va faire 2 notes. Et là, on est à Lomé, on est au Togo. Et là, on est... et c'est vrai que c'est une invitation au voyage. Je le dis depuis quelques mois, parce que là, on vient de faire une grande tournée en France. Et c'est la première fois que je prends la route avec autant de talent au mètre carré. Je parle pour mes musiciens. Parce que j'ai la chance d'avoir croisé énormément de gars sur la route depuis 25 ans maintenant. Et j'ai rappelé pour cette tournée-là, Carnet de voyage, que des gens qui m'ont marqué, quoi. Mais avec qui je ne jouais pas les dernières années, là. Et notamment un percussionniste cubain, chanteur qui est cubain, Pilo Barrios. Et lui, c'est pareil. Il ouvre la bouche et on est chez lui, on est à Cuba. C'est juste incroyable. Et je prends énormément de plaisir parce que c'est une respiration pendant le concert. C'est-à-dire pour les gens, mais comme pour moi, où d'un coup, tu as des sonorités qui arrivent d'ailleurs et puis qui nous évoquent un endroit... le Cap-Vert, entre autres. Et le Cap-Vert, pour mon dernier album, c'est vrai que je suis allé chercher l'inspiration là-bas au Cap-Vert. Figure-toi, je suis parti à l'aventure pendant 3 semaines comme ça au Cap-Vert. J'ai dit à la maison, je vais au Cap-Vert, je vais à la rencontre de musiciens, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur le Cap-Vert.
j'ai toujours grandi, écouté Césaria Évora, plein d'artistes de là-bas, mais j'y étais jamais allé. Et puis c'est vrai que je suis arrivé là-bas, j'ai eu la chance de rencontrer une demoiselle qui s'appelle Suzanne Pires, une grande chanteuse capverdienne. Je suis allé la voir en concert, elle jouait un soir sur une plage, et puis on a sympathisé, on a été présentés. Et on a commencé à faire de la musique ensemble. Je vous la fais vite, mais on a commencé à faire un peu de musique ensemble et on s'est retrouvés dans un studio, le sous-sol d'une maison, un petit 20 mètres carrés. C'était le studio d'enregistrement de Césaria Évora. Et là-bas est née une chanson qui est sur mon dernier album qui s'appelle Pays des merveilles. Où je raconte l'amour pour le pays, ce que j'ai ressenti là-bas. Et le refrain est chanté par cette demoiselle. Et ça a tellement bien matché avec elle que je lui ai proposé de venir avec nous sur la route en France. Et là, elle a fait 6 mois de tournée avec nous. C'était juste incroyable. Moi, j'ai eu la chance de vous voir aux arènes de Nîmes. Et je te dis, j'étais encore emballée, encore enchantée, j'ai enregistré plein de vidéos pendant le concert. Puis je les regarde et j'arrête. C'est cette force-là que tu as, c'est de nous ramener tout de suite à quelque part. On voyage. Justement, quand je chantais avec elle, parce qu'il y avait plein de musiciens, on avait l'impression d'être sur scène. Malgré la grandeur du stade, on a l'impression d'être seul, d'être tout petit et d'avoir une place avec vous. Ouais, ça c'est vrai que j'essaie de procurer ce truc-là. Ça marche. Et la chance qu'on a, la chance que j'ai, c'est que déjà c'est très organique comme concert. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'effets spéciaux. Donc tout est joué, on peut faire les nuances qu'on veut. Je peux arrêter une chanson en plein milieu pour avoir une interaction avec quelqu'un qui va me créer quelque chose. Et ça, je trouve que ça rend vraiment le spectacle vivant plus que jamais. Et puis, c'est pour ça aussi que ça me plaît autant, parce que je ne m'en lasse pas, parce qu'il n'y a pas 2 concerts identiques, finalement. Et là, tu t'en viens au Québec. Moi, c'est sûr, je m'en vais te voir au Québec aussi. Tu seras là, entre autres, en mai. Tu as plusieurs dates, mai, juin. Ouais, on arrive ici le 20 mai. Ouais. Je crois qu'on joue le 23, 24. Oui, à l'Olympia, 25 à l'Olympia. Il y a une 3e date à l'Olympia. Et puis après, on va faire Québec. Gatineau. On est de Gatineau 2 soirs. Sherbrooke. On fait quelques villes comme ça. On va rester 3 semaines. Et puis, c'est la première fois que je vais venir chez vous en plein été. Enfin, si on peut appeler ça plein été, ça sera fin mai, début juin. J'espère qu'on va avoir le soleil et que... Ah oui, mais tu vas voir comment on est content. On va sur toutes les terrasses. J'imagine. Oui, il y a des belles journées dans ces mois-là. En tout cas, on a hâte de te voir. Est-ce que tu es prêt à passer au niveau jaune? Allez. Donc, tu brasses. Le niveau jaune, c'est quoi? C'est des questions pour toi. Là, ça se complique, c'est ça? Tu vas peut-être un petit peu, tout dépendant de toi. Tu vas m'en donner 4 aussi. Et tu vas en choisir. On va faire la même chose. Parce qu'il y en a moins. Alors, on part. Qu'as-tu hérité de ta mère? Quel trait de caractère as-tu hérité de ta mère? Décris-moi ta relation père-fils. Tu vois, c'est plus personnel. Ah ouais. Là, tu veux tout savoir. Ah là, on y arrive. Qu'est-ce qui te rend vulnérable? Où est ton pays des merveilles? Eh ben, dis donc. Ben, écoute, ma mère, c'est tout. C'est le pilier de la maison. C'est le pilier de la famille. Elle déborde de joie. Elle est incroyable. Elle est solaire du matin au soir. Je l'ai vue toute ma vie. J'ai vu une femme avec le sourire. Incroyable. Elle ne s'est jamais fait subir quoi que ce soit ou une peine. Non, c'est un rayon de soleil. Et ce qu'elle m'a transmis, c'est ça. Très, très tôt, elle m'a permis de rêver, mais rêver grand. Tu vois? Tout est réalisable. Moi, j'ai pas fait d'études. Mais malgré tout, elle me disait, aie confiance en toi, tu vas y arriver, tout est réalisable. Et elle m'a permis de rêver en grand. Et c'est vrai que ça, c'est une très grande chance. J'essaie de retransmettre ça à mes enfants. Parce que c'est magnifique d'avoir quelqu'un qui te guide comme ça et qui t'ouvre la porte, qui te dise que tout est accessible finalement. Oui, parce qu'un enfant qui ne va pas aux études, des fois, comme parent, on s'inquiète beaucoup. Ouais, on peut s'inquiéter et puis on peut dire aussi à son enfant qui veut devenir saltimbanque,
On peut lui dire non, tu feras ça, mais Fais quelque chose d'autre avant. essaye d'avoir un vrai métier. Mais en fait, non, en fait, elle voulait juste qu'on soit heureux, quoi. Que je sois heureux. C'est ça qui te rend heureux. Fais-le, mais fais-le à fond. Vas-y. Tout est possible. Ouais, tout est possible. Et ça elle nous a transmis ça. Vraiment. C'est un grand héritage, ça. Ouais, je crois qu'il y a énormément, aussi beaucoup de valeurs, forcément. On a grandi dans le respect de l'autre. Elle m'a inculqué énormément de choses, mais elle m'a beaucoup guidé. Et encore aujourd'hui, j'apprends beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui est... C'est une femme qui déborde d'énergie, quoi. Qui ne s'arrête pas une seconde, qui ne s'ennuie jamais. Est-ce qu'elle cuisine? Elle n'arrête pas. C'est quoi son plat, son plat préféré? Tu veux tout savoir. Ben oui, ça m'intrigue. Parce que je l'ai rencontré, ta mère, quand je suis allée au concert. Elle cuisine énormément, mais je ne vais pas te raconter de... Mais quand on se retrouve vraiment à la maison, c'est une bonne viande au feu de bois, avec des pommes de terre en papillote, tu vois, dans du papier d'alu. Et c'est une bouffe assez simple, mais très conviviale à partager. À partager. Ouais. Puis, est-ce que tu fais de la musique chez toi? Tu sais que dans un souper, là, est-ce que le monde s'attend à ce que tu sortes ton harmonica? Puis, c'est-tu comme une pression familiale? Non. À la maison, je fais pas trop de musique. Ah non? Non, c'est bon. J'en fais suffisamment. J'en fais tout le temps. Mais je vais te dire une chose. Quand je suis à la maison, moi, j'ai un studio d'enregistrement où je sors de chez moi et je vais faire ma musique dans mon studio d'enregistrement, tu vois. Mais je sais pas pourquoi, l'inspiration me vient ou dans la cuisine ou dans le salon, au milieu de mes enfants, de ma femme. Et c'est souvent que j'ai mes fistons qui me disent « Oh, tu en as pas marre là, tu nous saoules, va là-bas ». Je me fais sortir. Ça rigole pas à la maison. C'est pas moi qui mène la danse là-bas. Je te jure. C'est pas toi qui mène? Ah non. Est-ce que c'est trop personnel? Décris-moi ta relation père-fils. Non, écoute, je peux te dire que ce que je veux, finalement. Dis-moi ce que tu veux. Exactement. Moi, j'ouvre les portes. Mais la relation père-fils, c'est mon père qui me transmet la musique, l'amour de la musique, en tous les cas. Lui, c'est un grand mélomane. Il a un trio de jazz, là. Il joue du saxo, tu vois. Et il a un trio de jazz. Mais à l'Olympia, il a joué à l'Olympia de Montréal, ton père. Tu l'as fait jouer? Oui, c'est vrai, il était monté sur scène. Oui, il était là. Écoute, là, cette année-là, on s'était fait un des plus grands plaisirs, parce qu'en fait, je venais de faire ma première tournée américaine. Et j'ai pris mes parents avec moi. Je leur ai dit, je vais faire ma tournée américaine, il faut que vous voyez ça. Votre fiston, il va jouer à la Nouvelle-Orléans, à New York, à Boston, à San Francisco, bon bref. Et de là, on arrivait ici, à Montréal. Et donc, ils sont venus avec nous, ils nous ont accompagnés sur toute la tournée. Et le premier soir, mon père, je lui ai dit, monte sur scène. Et on fait la jam. Mais il était tellement stressé. Tu sais, mon père, il a passé sa vie, il était pâtissier de métier. Il a passé sa vie dans un laboratoire à faire des gâteaux. Et là, de se retrouver sur scène à faire de la musique devant 1500, 2000 personnes, c'est un traumatisme pour lui. Tu vois? Il était tellement stressé. Je lui dis, bon, tu arrives, tu montes à tel endroit, à tel moment. Le premier soir, il arrive trop tôt. Je suis là et je le vois à côté de moi, tu vois. Bon, bref, ça passe. Et là, tu peux pas parler parce que non, je lui dis rien, mais il arrive trop tôt. Et du coup, il se retrouve comme ça, tu vois, devant les gens. Et là, je sens un petit malaise, mais je fais genre, bon, bref, ça se passe. Le lendemain, il arrive trop tard. C'est-à-dire, je me retourne, là, il y est pas. Et le troisième soir, il est arrivé au bon moment. Et là, quand il est arrivé avec les musiciens, on a fait un break et on l'a applaudi. Tu vois. Mais c'est mon pote. C'est mon pote. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Et on a une belle relation. Est-ce que tu parles de tout avec ton père? Non, par contre, il y a beaucoup de pudeur. On parle pas de tout. Mais on partage le bon, quoi, je crois. Est-ce que tu es capable de lui dire « je t'aime » ? Je le dirais plus facilement en chantant, en chanson, tu vois. Mais il y a beaucoup de pudeur à la maison. Mais comme dans beaucoup de familles, c'est compliqué d'attraper son père dans ses bras et de lui dire « je t'aime ». Ouais. Même sa mère, quoi. Mais dans le regard, ils le sentent. Et dans la manière de se comporter. D'ailleurs, c'est ce que j'essaie de transmettre à mes enfants. Tu sais, les enfants, je crois que les enfants, ils nous écoutent pas.
T'as beau parler à tes enfants, moi, quand je leur parle, et je sais que je leur parle dans le vide, ils m'écoutent pas. Mais par contre, je sais une chose, et ça, j'en suis sûr, c'est qu'ils me regardent faire. Et ils me voient me comporter avec mes parents. Ils voient comment ça se passe avec mes parents, l'amour que j'ai pour eux, l'amour qu'ils ont pour moi, et comment ça se passe. Et je crois que ça, c'est le... Pour moi, c'est comme ça que ça se fait aussi, l'éducation. Beaucoup. On n'a pas besoin de se raconter la messe tout le temps. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un, il entend d'une oreille. Tu le forces. Mais si tu te comportes bien, et là, il s'identifie à quelque chose. Et à un comportement, et je crois que c'est... Enfin, en tous les cas, je fais très attention à ça. Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants? Tu sais, les hommes, on n'est jamais prêt pour avoir des enfants. La première fois que ma femme, elle m'a dit « je suis enceinte », j'ai fait « non, j'étais pas prêt ». Et puis le second, et ils sont arrivés tous les deux. Mais c'est juste magnifique. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Parce que c'est arrivé quelques années après mon premier gros succès en France. On venait de vendre 2 millions d'albums en France. C'était incroyable. Ça s'est passé du jour au lendemain, comme ça. Dans mon cerveau, je sais pas si j'ai tout compris, tu vois. J'ai jamais eu de gros malaise, tu vois, de dépression, de me dire... Mais par contre, ouais, j'ai pris une secousse, forcément, tu vois. D'un coup, dans la rue, les gens qui te reconnaissent et tout, t'es pas vraiment prêt à ça. On n'est jamais prêt. On s'y habitue pas. C'est quelque chose qui m'a bien remué. Je crois que j'ai gardé le cap parce que mes enfants sont arrivés dans ma vie. Et j'ai commencé un peu à m'oublier pour, de penser à eux. Et j'ai une femme qui m'accompagne aussi depuis 20 ans, qui est aussi le pilier de la maison, hein, tu vois. Et ça se passe bien, quoi. J'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré la personne. Et voilà, c'est un tout, en fait, qui fait qu'à un moment donné, t'es plus ou moins équilibré. Après, on est tous névrosés, j'ai envie de dire. On n'est jamais... Enfin, moi, je suis pas intranquille, tu vois. Je cours toujours après quelque chose. Je me soigne, on va dire, avec le temps. Parce que si t'es actif dans ta tête, tu t'imagines toujours quelque chose. Ouais, il se passe beaucoup de choses. Mais j'ai besoin de vivre, quoi. Quel type d'amoureux tu es dans la vie? Elle veut tout savoir. Hein. Je veux tout savoir. Hein. Ben, avec tout ce que tu écris, on dirait que t'en dis quand même beaucoup dans tes chansons. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai du mal à en parler, parce qu'en fait, je raconte tellement tout dans mes chansons. Celui qui ne me connaît pas, franchement, il écoute quelques chansons, il se dit, bon, ben, OK. Mais ta ballerine, c'est la femme de ta vie? C'est ma femme. Parce que tu as une chanson qui s'appelle Ma ballerine, où tu la demandes en mariage dans cette chanson-là, c'est ce qu'on comprend. En fait, ça faisait des années qu'elle voulait qu'on se marie. Et moi, j'étais, je sais pas, je voulais pas me marier, forcément. Et puis, elle m'a sorti tous les prétextes. Elle a commencé à me dire, ouais, mais tu comprends, j'accompagne les enfants à l'école, je porte pas le même, ils ont pas le même nom que moi, ils savent pas si je suis la mère, si je suis pas la mère, tu vois. Elle a commencé à me dire plein de trucs comme ça. Et puis moi, j'étais en train d'écrire l'album La Trappe Rêve. Et puis, mais il a commencé à me venir des phrases. Et puis, et ça a été une manière pour moi de lui écrire cette chanson-là, de rentrer à la maison et de lui dire, écoute, assieds-toi, je vais te chanter un truc, tu vas me dire si... Parce qu'elle valide toujours mes chansons. Moi, j'ai pas de manager, j'ai pas d'agent, j'ai pas de... Tu vois, non, je suis assez... je suis libre, je veux pas entendre parler de tout ça. Au moins, je mène la vie comme je l'entends. Si demain, ça marche pas bien, ben, je pourrais m'en prendre qu'à moi, tu vois. Et j'aime avoir ce côté-là où je prends, moi, les décisions. Mais par contre, son avis est très, très important. Quand c'est pas bien, elle me le dit. Si c'est bien, elle me le dit aussi. Et ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Et donc, un soir, je rentre et je lui dis, assieds-toi, je vais te jouer une chanson, tu vas me dire si t'aimes bien. Et écoute, je suis arrivé dans le refrain et puis forcément, elle a versé la larme. Et je l'ai demandé en mariage comme ça. Ça a été ma demande en mariage. À travers cette chanson-là, Ballerine. Parce que je me sentais pas l'emmener au restaurant, me mettre à quatre pattes, tu vois. Parce que j'en avais pas profondément envie, en fait. Mais elle, ça lui tenait à cœur. Et puis finalement, ça a été un joli mariage. Enfin voilà, ça a été une belle fête. Mais quelle incroyable façon de demander quelqu'un en mariage.
D'écrire une chanson que tu as enregistrée après? Ouais, c'était... Wow! Bah écoute, je crois que je m'exprime plus facilement et peut-être mieux en chanson. Mm-hmm. Tu vois? Oui, mais c'est juste faire des entrevues, c'est plus difficile si tu répondais en chanson. Ouais, effectivement. Ce serait plus difficile. Tu vois, déjà là, j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit... Tu es en train d'écrire une chanson? Mais Ma ballerine, en tout cas, moi, pour ceux et celles qui la connaissent pas, il faut vraiment aller entendre cette chanson-là parce que justement, c'est une grande chanson d'amour. Ouais, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Et je prends énormément de plaisir à la chanter, en tous les cas, sur scène. Tu sais, sur scène, il y a des chansons que j'ai pu écrire il y a quelques années, tout ça, où je m'en suis lassé. Mais des chansons où je raconte ma vie, j'ai toujours l'entière conviction quand je la chante. Tu vois? Et cette chanson en fait partie. Il y a une autre chanson aussi qui s'appelle Bouquet de roses, où je parle de l'amour inconditionnel. Je parle à mes enfants, quoi. Quoi leur dire? Que forcément que la vie, c'est pas tout rose. Ça risque d'être rude par moments, mais rappelez-vous une chose, c'est qu'elle est jolie, quoi. Jolie. Ouais. Non, mais c'est tellement beau. J'aime beaucoup interpréter cette chanson-là aussi, parce que je les ai devant mon nez, et puis je vois aussi le retour que je peux avoir des gens par rapport à cette chanson-là, Bouquet de roses. C'est une chanson qui parle beaucoup. Forcément, quand t'as des enfants, à un moment donné, on vit plus que pour nos enfants, quoi. Exactement. Je vais te demander, au niveau rouge, ça va bien? Est-ce que je suis trop indiscrète? Tu me fais parler, mais... Mais t'es bon, mais t'es super intéressant. Si je parle, c'est que je prends du plaisir, en tous les cas, à être avec toi, et puis... Tu m'en donnes 2. Il y en a 3. Il y en reste 3, j'ai enlevé Ferré tantôt, vu Okay. qu'on avait déjà parlé du temps. Alors, merci pour l'eau. Ah, tu vois, c'est bien reçu, je te verse de l'eau. Alors, t'en choisis une des 2. Quel moment de ta vie voudrais-tu supprimer? À quel besoin profond ton amoureuse répond-elle? Ça, c'est la question à Jeannette. Jeannette Bertrand demande ça aux gens. À quel besoin profond ton amoureuse répond? Et je l'ai gardé. À chaque fois, je le dis. Au Québec, on comprend ça, c'est la question à Jeannette, parce que Ça, c'est une question qu'elle a posée, elle. Elle a posé, oui. Puis Puis ça, elle a un conjoint qui est quand même plus jeune qu'elle. Elle en parle souvent de Donald. Puis quand elle est très touchante quand elle dit à quel besoin profond il répond chez elle. Tu sais, c'est un besoin de sécurité, un besoin d'être là, un besoin de... Il y a celle-là ou quel moment de ta vie voudrais-tu supprimer? Moi, je te parlerai pas du besoin de sécurité ou du besoin d'être présent. Moi, ce qui fait du bien à celle qui m'accompagne, c'est quand je prends la route. Elle est contente. Parce que t'es trop quand t'es là. Elle me dit, tu pars encore? Ah ouais. Je crois que ça lui fait beaucoup de bien. Non. Mais heureusement, quelque part. Je plaisante. Je plaisante quand je dis ça, mais ça nous fait c'est un bien réciproque. On s'est connus il y a 20 ans, et si ça dure entre nous, pour moi, c'est grâce à ça, en tous les cas, de pas être l'un sur l'autre tout le temps. Pour moi, c'est le secret de la longévité, tu vois. Parce que c'est lourd, la présence de quelqu'un. Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? T'es avec qui? Non. Le fait de vivre un sentiment de liberté, c'est un sentiment de liberté parce qu'on n'est pas vraiment libre, tu vois. Même si je suis loin de la maison, tout ça, on est complètement liés. On s'appelle tout le temps, mais en tous les cas, on se traque pas. Et je pense que de laisser de la liberté, de laisser respirer l'autre, ça fait partie de la longévité dans toi, c'est un besoin profond de te laisser respirer? Ben moi, je crois que si j'ai choisi ce métier, de faire ce métier-là, c'était pour prendre la route, quoi. Je m'éclate, je me nourris d'aller à la rencontre d'autres personnes. Je me nourris de ça, c'est quelque chose qui me fait un bien fou, quoi. Tu vois, même là, notre interview, de partager comme ça. Et quand t'es l'un sur l'autre tout le temps, à un moment donné, t'as le sentiment de plus savoir quoi te raconter, quoi. Ben oui, c'est ça. Quand tu pars, au moins, quand tu reviens, il y a quelque chose... On se retrouve à nouveau. Là, je pars une semaine, on rentre,
Et là, c'est un plaisir de se retrouver, mais pour moi, mais comme pour elle. Oui, partir. Ouais. C'est ça, c'est se retrouver. Partir pour mieux revenir, quoi. Mais c'est pas tout le monde qui accepte ça dans un couple, quand même. Il y en a pour qui la présence de l'autre... Ouais, c'est pas facile. Et après, je t'avoue que moi, mon métier, de toute manière, je n'ai pas le choix. Non, c'est ça. Moi, mon métier, c'est prendre la route. Je ne suis pas Céline Dion. Quand je te dis ça, c'est que j'ai pas la chance de pouvoir faire une résidence à Vegas pendant 10 ans ou 15 ans où les gens viennent à moi. Moi, je suis obligé de prendre la route, aller à la rencontre, aller voir les gens chez eux. Mais il y a très peu de contraintes. Ce qui peut peut-être être contraignant avec les années comme ça, c'est les voyages. Mais le fait d'être le soir sur scène, je vis que pour ça. De séduire un nouveau public, de passer, de partager 2 heures comme ça avec des gens qui arrivent d'univers, d'horizons différents, qui soient dans la salle et à travers les chansons qui s'évadent, sentir que ces gens-là, que ça leur fasse du bien, quoi. Je me sens utile en faisant ça et je m'éclate. Mais t'as vraiment du fun sur scène, là. Ouais. Mais, franchement, Mais tu sais, tu transmets quelque chose. Je te le disais dès le départ, tantôt, quand tu es arrivé en studio. Moi, quand ma mère est décédée, ça fait 1 an et demi, moi, je me souviens, quand j'étais allée te voir à l'Olympia, je t'ai vu 2 fois en spectacle à l'Olympia de Montréal. Et moi, j'ai vécu quelque chose parce que Frédéric Lenoir, c'est un philosophe français, Frédéric, il parle beaucoup de la joie dans ses livres. Puis à un moment donné, je l'ai reçu, puis j'ai compris ce que ça voulait dire, la joie, que c'est pas être nécessairement joyeux, mais c'est plus une émotion archaïque que nous portons. Et quand on a la joie, ben c'est un filtre positif dans notre vie. C'est une attitude, c'est une façon d'être. Et je me disais, moi, j'ai comme besoin de Christophe Maé, de le voir sur scène, pour reconnecter avec cette partie-là qui était comme un petit peu perdue. Et là, quand je regardais, tu n'avais pas de concert, il n'y avait rien. Et le premier qu'il y avait, j'étais sur ton site, c'était le 16 juillet 2023 aux Arènes de Nîmes. Je me suis posé aucune question. Je dis, on sera... Écoute, j'ai loué j'ai réservé l'avion, j'ai loué le Airbnb. Ça me touchait énormément ce que tu me dis. Et j'y étais, et je te dis... Et ça a fait ça. C'est que tu apportes cette espèce de connexion avec la joie qui, des fois, n'est pas toujours présente. Et quand on repart, ça reste. Tu restes. Et quand on écoute ta musique, c'est la même chose. Quand tu es arrivé tantôt, je te parlais de ta chanson « L'ours », qui, pour moi, devrait être chantée par tous les enfants dans les écoles à travers la francophonie. Parce que tu parles de la planète, tu parles de l'état de la planète. Et c'est tellement bien chanté, mais bien dit, bien composé. Tu as cette force-là de nous faire réfléchir et de nous faire réaliser ce qu'on a aussi. Et de nous apporter des filtres, mais qui sont teintés d'amour, de joie et évidemment de bonheur. Mais c'est extraordinaire. Écoute, ça me touche énormément ce que tu me dis. Quand tu parles de l'ours, c'est ce qu'on est en train de vivre ici. Que tout le monde me dit, ouais, il n'y a pas eu de neige cet hiver, on n'a pas eu très froid. Et là, d'un coup, ça vient de tomber là tout le week-end. Oui, là, on a une tempête de neige. C'est vrai que ça se dégrade. Et pour revenir à cette chanson, en plus de ça, il y a un interprète qui chante le refrain, qui s'appelle Youssou N'Dour, Monsieur Youssou N'Dour, qui m'a fait le plaisir je lui ai envoyé la chanson, il m'a dit, OK, j'écris en Wolof la partie du refrain. Et c'est vraiment une belle personne. C'est quelqu'un qui me touche énormément aussi. Mais pour revenir à la joie, ça fait partie de la conception de ma musique. Tu sais, ça paraît con quand je chante. Il y a une chanson qui s'appelle L'amour, où justement, je suis en duo avec Amado et Mariam, un couple malien. Et alors, c'est vrai que ça peut paraître bête, ça peut paraître con de chanter l'amour. On est bien, mon amour. Mais pour moi, c'est un mantra. Je le dis sur scène. L'amour, c'est peut-être le sentiment, c'est le seul sentiment qui restera. C'est celui qui nous lie les uns aux autres, qui nous permet de passer un joli moment ensemble. C'est ce sentiment-là qui guide tous nos vies, quoi. Pour la plupart d'entre nous. Et c'est pour ça que j'ai tendance à me foutre
de ce que peuvent penser certaines personnes sur ce genre de thème-là. Moi, ce que je vois, c'est la réalité. C'est quand je suis sur scène que je chante ça, le bien que ça fait à tout le monde. Tu étais aux arènes de Nîmes. Oui. Les arènes de Nîmes, c'est dans le sud de la France. Pour ceux qui ne situent pas le lieu, il y a 15 000 personnes. Et le soir où j'ai joué aux arènes de Nîmes, quand on a fini avec cette chanson qui s'appelle L'amour, et les gens sont partis dans les coursives, sur les parkings de voitures dans Nîmes, en chantant le refrain. J'ai vu des vidéos de ça, mais c'est juste extraordinaire. Et une grosse partie de la tournée qu'on vient de faire, on finissait avec cette chanson-là, où les gens partaient en chantant ça. Ça fait tellement de bien, c'est tellement beau à voir. Tu vois, d'être dans la paix, la bonne humeur, et qu'on soit tous au même moment réunis et tous en phase. Et je crois que c'est en ça où c'est assez puissant. Ça peut être fort et puissant, la musique. Oui. Parce que ça soulage les cœurs, quoi. Mais ça fait du bien. Mais il y a un pouvoir. La musique a un pouvoir sur l'humain. Ouais, de toute manière, ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. Ça dépend de ce que tu recherches, mais moi, je peux écouter Ludovico Einaudi à la maison juste pour me calmer. C'est quelque chose qui m'apaise. Tu m'en as parlé tout à l'heure. Ben oui, parce que je l'ai vu aussi aux arènes de Nîmes 2 soirs avant toi, mais Ludovico fait la même chose. Ludovico, sa musique est comme aérienne. On dirait qu'on n'a plus de racines quand on l'écoute. On est avec lui. Et c'est vrai que ça dépend des humeurs, mais c'est vrai que la musique fait énormément de bien, quoi. Moi, je peux écouter un James Bond juste pour me donner la pêche, justement, quand je l'ai pas. Mais est-ce que tu trouves que ça calibre l'humeur? Moi, des fois, je suis dans ma voiture et je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai envie d'écouter? J'ai envie d'être plus... tu sais, on dirait que je me demande comment j'ai envie d'être. Je mets la musique puis j'y arrive. Je trouve qu'en anglais, ce serait fast track. En français, un chemin rapide pour arriver à l'émotion qu'on cherche. Ouais, c'est une thérapie. Toi, t'es chanceux de pouvoir en faire sur scène. Ça, c'est une question hypothétique, Christophe. Je vais te demander d'en piger une. C'est le niveau mauve. Alors, niveau voilà. Mauve. Avec quelle personne décédée aimerais-tu partager un repas? Personne que tu connais. Personne proche? Oui. Ouais, je dirais ma grand-mère, tu vois. Ma grand-mère, parce que j'ai vécu chez ma mamie pendant 2-3 ans, quand j'étais ado. Et elle m'a vu commencer à faire de la musique et je n'arrêtais pas de lui dire « Ouais, tu verras, un jour, tu me regarderas, là, tu me verras à la télé et tout ça. » Elle est partie entre-temps. Et puis je parlais beaucoup, j'échangeais beaucoup avec elle. Elle avait du temps à me consacrer. Et qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire aujourd'hui? Mais regarde, c'est plutôt pas mal, hein, ce qui s'est passé. Je te disais, regarde, tu me verras là. Là, ça y est, on y est, là. On est même à Montréal. Regarde. Elle te croyait quand tu lui disais ça? Ouais. En tous les cas, un peu comme ce que je te disais tout à l'heure. Il y avait cette permission de rêver chez moi, dans la famille. Tu vois? Et pourtant, moi, tu sais, je viens du sud de la France, d'une ville qui s'appelle Carpentras. On est très loin de Paris. On est très loin du showbiz. On est très loin. Limite, il n'y avait pas de musiciens. Il y avait 2 musiciens qui jouaient dans ma ville. J'étais très loin, tu vois. Je rêvais, je pensais à ça, à faire ce métier, mais franchement, par où Mais parce que tu viens pas d'une famille de musiciens. Non. C'est pour ça, donc... Mes parents étaient commerçants, pâtissiers. Donc, tu vois, dans le sud de la France, t'es à 8 heures de Paris. J'avais aucune connexion. Et donc, le chemin, il aurait pu être long. Il n'a pas été... De toute manière, il a été long. J'ai commencé à 17-18 ans à faire de la musique, à faire que ça. Et mon premier album est sorti, j'avais 30 ans. Est-ce qu'entre les deux, comment tu vivais entre les deux? Je faisais de la musique dans des bars, piano-bars, l'été sur la Côte d'Azur, en Corse aussi, et à la montagne l'hiver, tu vois. Et je faisais des saisons, en fait. Et
Et entre-temps, j'allais à Paris. Et puis les dernières années, j'ai arrêté de faire les saisons parce que j'ai commencé à m'endormir. Si tu veux, je faisais de la variété internationale, je faisais que des reprises. Mais je jouais beaucoup, je faisais 250 concerts par an. Ça a duré 6, 8 ans. Et à un moment donné, j'ai dit, ouais, il faut que j'arrête. Et là, je suis allé à Paris et je me suis pris une petite chambre de bonne, un petit 10 mètres carrés. Et j'ai composé et écrit mes chansons. Et j'ai arrêté de jouer de la variété internationale. J'ai arrêté les saisons pour prendre le temps justement pour faire cet album-là. C'est-à-dire que je me suis dit, ouais, à un moment donné, pour réussir, faut que je fasse mes propres chansons, quoi. Et j'ai commencé à écrire mon premier album dans cette chambre de bonne. Et là, j'y suis resté 4 ans dans cette chambre de bonne. Et entre-temps, j'ai rencontré un premier producteur de spectacle. Tu vois, je jouais un peu le soir à Paris dans des clubs, tout ça. Et puis j'ai rencontré un premier producteur de spectacle qui m'a proposé de mettre un pied dans la comédie musicale Le Roi Soleil. Ça a commencé comme ça. J'ai incarné le frère du roi, un gay excentrique. J'embrassais les mecs sur scène. J'avais une perruque jusqu'aux pieds. Mais j'avais un personnage délirant. Un personnage, tu vois, qui n'est pas le personnage rigide qu'on a l'habitude de voir dans les comédies musicales. Et donc, j'avais un capital sympathie. Les gens m'ont découvert en France à travers ce rôle-là. Et puis quand cette comédie musicale s'est terminée, j'ai sorti mon premier album que j'avais enregistré entre-temps. Et là, voilà, ça. En tous les cas, cette comédie musicale m'a révélé au public. C'était un point tournant dans ta carrière. Ouais. Mais c'était un gros changement dans ta vie. Ouais. D'être reconnu aussi, hein? Parce que, tu sais, tu parles beaucoup de liberté, mais quand on est reconnu partout où on va, ça enlève une forme de liberté aussi. Ouais, complètement. La liberté, de toute façon, c'est très complexe. C'est très complexe. Être libre. On n'est jamais vraiment libre. À quel endroit tu te sens libre? Dans mon métier, dans ce que je fais. Plus ça va et plus je suis libre. C'est bien, ça? Ouais, ça c'est disons que c'est un luxe, quoi. C'est un luxe. Je suis chez moi, je compose une chanson. On sort le disque. J'ai là une chance inouïe, c'est que les gens... Il y a suffisamment de gens qui m'apprécient. Ça me permet de partir sur la route et de voir énormément de monde. Mais je ne suis pas contraint en quoi que ce soit, quoi. On me dit pas, non, mais ça va pas passer en radio. Non, je veux pas entendre ces propos-là. Je veux pas qu'on me parle de ça. Ah non, hein, parce que c'est vrai que c'est une grosse contrainte, ça. Je veux pas avoir de barrière, quoi, si tu veux. Tu veux pas que ça dure tant de temps, que que le refrain soit rythmé pour être sûr de passer. Donc, tu fais ce que tu as à faire et sa vie. Ouais. Comme tu dis, et sa vie, quoi. Alors, c'est vrai que ben, forcément, qu'il y a des radios... il y a des radios qui ne me diffusent pas. Parce que ça correspond pas au format. Et puis moi, c'est vrai que je fais de la musique, même si c'est de la variété française, c'est une musique très organique, très jouée. Tu vois, c'est pas une musique surproduite pour entrer de manière efficace en radio, quoi. Mais tu as fait un duo avec, j'oublie le titre, avec Florent Pagny. Qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est une chanson de Florent Pagny, je pense que vous avez repris. En fait, c'est une très jolie chanson de Florent Pagny. Et il a fait un best-of. Il a sorti un best-of de tout son répertoire en France. Et ici aussi, je pense. Oui. Et ça, c'est plus placé comme chanson que ce qu'on est habitué de t'entendre. Ouais. Mais disons que c'est une chanson très mélodique, avec moins de flow que ce que moi, je peux avoir dans mes chansons. Mais ça a été un très joli duo. Est-ce que tu te souviens du nom de cette chanson-là que tu as fait avec Florent Pagny? Cette chanson est magnifique. Elle s'appelle comment? Et un jour, une femme. C'est une très, très grande chanson. Florent, il a sorti un best-of de tout son répertoire. Et il m'a appelé, et il me propose de reprendre cette chanson-là avec lui. Et c'est vrai que ça a été un joli moment aussi de vie en studio. Parce que vous étiez les deux? Ouais, on était tous les deux. Je voulais te demander ça. On était tous les deux comme ça, face à face. Et si tu veux, on l'a fait en une prise. On l'a chanté plusieurs fois, mais il y a une prise où ça a matché vraiment, sa voix, la mienne, et on a gardé la prise comme ça. Tu vois, c'est pas une chanson qui est montée où il y a une phrase qui est bien, on va chercher une autre. Non, c'est en une prise. Mais vos voix se marient tellement bien ensemble. Ouais, c'est un très, très grand chanteur. Lui, c'est un chanteur à voix. Et même cette chanson, moi, c'était pas un exercice facile pour moi parce que j'ai plus l'habitude d'avoir du flow, tu vois.
Et là, c'est vraiment, ça repose sur des placements bien précis, avec une très belle, une très, très grande mélodie. Mais ouais, c'était... Ben moi, j'ai aimé t'entendre comme ça. Tantôt, quand tu parlais de radio, tu sais, des voix quelque chose de plus placé, ça, c'est quand même placé, si on veut. Mais ça te va bien aussi, Ouais. Mais moi, j'adore ça. Hein. J'adore ça. Après, quand moi, je prends la guitare, je compose pas forcément dans cet esprit-là. Mais c'est vrai que c'est, comme tu dis, une chanson plus placée. C'est-à-dire, le texte, on comprend tout. Il n'y a pas trop de mots, mais on comprend tout ce que tu racontes. C'est un autre exercice, quoi. Et il y a un chemin vers un envolé vocal aussi. Tu sais, on sent la montée, on a hâte à la fin pour plus avoir de voix dans nos voitures. Mais vous autres, vous en avez toujours. Mais c'est une grande chanson. Les gens qui nous écoutent ont des devoirs, là. Parce qu'un jour, une femme, il faut l'entendre. Ouais, un jour, une femme. C'est une chanson magnifique. Et c'est vrai qu'à la fin, je le regarde et je lui dis, je prendrais bien la partie, là, tout en haut, à l'octave. Il me dit, écoute, si tu arrives à choper les notes, vas-y. Mais je te jure que j'étais là, je pensais la note, mais je savais pas si ma voix, elle allait sortir. Et puis à un moment donné, voilà, je l'ai chanté, c'est passé. Et c'est vrai que ça emmène encore la chanson ailleurs. Oui. Et c'était un joli moment, en tous les cas. Puis tu as chanté en direct, parce que... Puis c'est un mec que j'adore. C'est un mec que j'aime beaucoup. C'est un mec, quand j'étais minot, j'ai envie de te dire, parce que ça fait très très longtemps qu'il chante, Florent. J'étais ado, je le voyais, puis je sais pas, son attitude, tu vois, c'est le genre de mec, t'as envie d'être pote, quoi. Sans le connaître, tu te dis, ouais, putain, ça doit être un bon pote, celui-là. Et comme l'image que je me faisais de lui, c'est vraiment la personne qu'il est. C'est vraiment un super mec, très simple, très humble. J'aime beaucoup. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres collaborations avec lui? Ouais, j'adorerais. En tout cas, au niveau vocal, il y a quelque chose qui se passe. Vraiment, avec vos voix. La dernière question, Christophe. La dernière... Déjà? Déjà? On peut en repiger. La dernière. Où te vois-tu dans 10 ans? Écoute, dans 10 ans... Tu sais, ce qui guide nos vies, c'est l'envie. Est-ce que dans 10 ans, j'aurai envie? Je l'espère. Je l'espère parce que je m'épanouis comme ça. Tu vois, envie de faire des choses, envie de venir ici, de prendre un avion, de venir ici, prendre le temps de parler, d'aller de me dire que j'ai pas encore fait le tour, quoi. J'ai envie de dire encore des choses, l'envie de composer des chansons, ce qui me procure autant de plaisir de pouvoir prendre la route, de monter sur scène. C'est vraiment le moteur de ma vie aujourd'hui, quoi. Est-ce que tu voudrais être en résidence à Las Vegas? Je pense que ça doit être lourd en résidence là-bas. Hein? Ouais. Je pense qu'au bout d'un moment, tu dois te faire chier. Tu sais, t'es pris là aussi, là. Ouais. Tu sais, les billets sont vendus d'avance, 2 ans d'avance, 3 ans d'avance. Imagine, c'est vertigineux. C'est magnifique, mais quand tu te dis, waouh, dans 4 ans et demi, je serai encore là ce soir-là. En train de faire le même spectacle. Ouais. Non, je pense que... Mais j'espère que je serai dans 10 ans ici, avec toi, en train de parler. Mais j'espère Tu aussi. vois? En tournée ici au Québec. Mais la prochaine fois, il faudrait presque que tu apportes ton harmonica, qu'on improvise quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, ça, des fois? Juste improviser? Mais s'il y en a un qui... Ah non, ils sont au fond de ma valise. Ils sont au fond de ma valise, tu sais pourquoi? Parce que... Mais dans la voiture. Mais franchement, je t'aurais bien joué un petit morceau. Tu l'aurais fait? Mais bien sûr. Ah, ça va être le plus grand regret de ma vie. Mais seulement, à moins qu'il y en ait un qui aille dans la voiture, au fond de ma valise, il y a une petite trousse noire. Ben, on le fera la prochaine fois. On le fera la prochaine fois. Tu as quand même beaucoup de choses, mais moi, je tiens à te remercier de t'être arrêté ici. La prochaine fois, on fera de la musique. T'écouteras. Moi, je pense que je suis vraiment une fan de ta musique depuis avant, ben pas avant Francis Reddy, mais quand je t'ai vu avec Francis Reddy, j'avais pas de visage sur ta voix. Et ta danse, attends, il faut qu'on parle juste de ta danse avant que ça termine. Où est-ce que tu as appris? Parce qu'on dirait que tu voles. Mais je vole. Ben non, mais quand tu danses, on dirait qu'il y a des bouts que tu touches plus au sol. C'est unique, ta façon de bouger. Tu sais où j'ai appris à danser? Non.
en boîte de nuit quand j'avais 17-18 ans que j'étais défoncé. C'est là. Parce que je me lâchais et je dansais. Et c'est vrai que c'est des restes de boîte de nuit. Mais ça fait t'as une signature, là. Mais ouais, non, mais au-delà de ça, là, je plaisante. Mais j'ai toujours aimé... si tu veux, il y a un mec qui m'a beaucoup marqué, qui est Bob Marley. Et quand je regardais tous ses concerts, je ne l'ai jamais vu sur scène. Mais par contre, j'ai beaucoup visionné. Et il y a un truc qui te libère quand tu danses. Quand tu danses, que tu te fous du regard de l'autre, je reviens encore là-dessus, il y a quelque chose qui fait tellement de bien, tu te libères. Et c'est quelque chose qui moi, me libère sur scène, et je sens que ça libère tout le monde aussi. Les gens qui sont là, qui me regardent. Parce que de toute manière, on a besoin de ça, de cette liberté. Quelqu'un qui est figé comme ça, qui réfléchit, qui se pose des questions, qui est rempli de trac. Mais tu figes toute la salle aussi, tu vois. Tout le monde s'arrête de respirer, on attend que ça se détende, quoi. Et c'est vrai que par le corps, il y a quelque chose qui fait beaucoup de bien. Et ma femme est danseuse. Elle est prof de danse aussi, tu vois. Et donc j'assiste beaucoup, voilà, je l'ai beaucoup vu danser, mais elle, c'est plus scolaire. C'est pas comme moi. Hein. Qu'est-ce qu'elle pense de ta façon de danser? Elle en sourit, elle rigole. Mais on te sent libre, complètement. Mais c'est ça, mais c'est que mais après c'est... Si tu veux, même quand je suis en studio, que je fais un son, tant que ça me fait pas danser, pour moi, le son, il est pas bon. Tu vois? Dans les arrangements, les rythmiques, tout ça, j'aime programmer les rythmiques de mes morceaux. Et c'est vrai que c'est souvent syncopé. C'est souvent, tu vois, syncopé, comme dans le reggae, où le temps fort, il n'est pas sur le premier temps. Il est en l'air, il est juste après, quoi. Ça fait poum, ka. Tu vois? Et nous, en France, la chanson française, c'est souvent la pop. Le temps fort, il est souvent sur le premier temps. C'est poum, ka, poum, ka. Et là, moi, tout ce qui est syncopé, tout ce qui est reggae, afro-caribéen, c'est en l'air. Et c'est pour ça que je suis en l'air. C'est pour ça que quand je danse, je vole. Ça vient aussi de ça. Alors, nous, on vole. On est en plein bonheur. Merci beaucoup, Christophe Mahé, d'avoir accepté d'ouvrir ton jeu. Je suis contente, je viens de vivre un beau moment, vraiment. Moi aussi. Tu m'as beaucoup fait parler de mon père, de ma mère. Je me suis beaucoup livré. Hein. Il va falloir couper plein de trucs, là. T'as trop parlé, tu trouves? Non, ça va. Mais merci, c'est très intéressant, en tous les cas. Et tu vas partir avec ton jeu, c'est à toi. Donc, tu pourras le faire même avec ta ballerine, si tu veux. Yes. Alors, merci. Et, on se dit au prochain podcast. Bye-bye, tout le monde. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.